Ça fait maintenant 6 mois que j'ai acheté la Nintendo Switch 2 pour 510€. J'avais un pack complet avec la console et Mario Kart World. Et il est temps pour moi de vous dire ce que j'en ai pensé réellement. Quels sont les points négatifs de cette console et quels sont ses points positifs. Autant vous dire que j'ai eu à peu près toutes les émotions possibles face à la Switch 2. De l'émerveillement total à la nostalgie, un peu de colère sur certains aspects, mais aussi parfois de l'incompréhension sur les choix de Nintendo. Alors laissez-moi vous donner mes points négatifs, les vrais, et les points positifs de cette Switch 2 après 6 mois de test. Et surtout, est-ce qu'il faut changer sa Switch 1 et sa Switch OLED face à la Nintendo Switch 2 ? Allez, j'attaque avec les points négatifs. Attention, ça va faire mal, l'écran de cette Switch 2 est peut-être son plus gros flop. Non pas qu'il soit mauvais au point de choquer nos yeux de moldus lorsqu'on joue, c'est tout à fait agréable de jouer dessus, mais tout simplement parce que c'est un écran qui est obsolète alors que la console vient tout juste de sortir. Oui, c'est un écran Full HD avec un taux de rafraîchissement 120 Hz, théoriquement on ne devrait pas être déçu avec de telles performances. Mais la qualité d'un écran ne dépend pas uniquement de sa fiche technique. Ici, Nintendo a fait quelques économies en ne mettant pas d'écran OLED dessus. Moi je dis pourquoi pas. On a des iPads et des MacBooks qui ont des écrans LCD qui sont absolument sublimes. C'est pas le LCD le souci. Le problème c'est que Nintendo, quand ils ont été voir les fournisseurs d'écrans LCD, ils ont demandé le moins cher. Et ça se voit quand on compare à ce qui se fait chez la concurrence. Si on ne se tient pas parfaitement face à la console, on perd en luminosité car les angles de vision sont mauvais. Il y a un effet de ghosting, parfois les textures ou des modèles peuvent baver lorsqu'on bouge rapidement la caméra, et cet écran, pourtant compatible HDR, et ça Nintendo n'avait pas oublié de nous le dire dans ses directs, eh bien n'est tout simplement pas assez puissant pour nous afficher un vrai contenu HDR. C'est simple, qu'on active ou désactive le HDR dans les paramètres, eh bien on ne ressent aucune différence. La capacité lumineuse de cet écran est beaucoup trop basse et donc on n'atteint pas des pics de luminosité suffisants pour avoir un effet HDR. À la limite que la Switch 1 modèle OLED, avec son contraste infini, donnait l'impression d'avoir un meilleur effet HDR alors qu'elle n'était pas compatible HDR. Et ayant une Switch 1 modèle OLED à titre personnel, eh bien j'ai été quand même déçu de cet écran sur la Switch 2. Je comprends que Nintendo veuille faire des économies pour tirer les prix vers le bas, mais quand même, pour une console à plus de 450€ pour la console seule, eh bien en tant que consommateur, je m'attends à une meilleure qualité d'affichage. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, l'écran de la console est largement suffisant pour l'ensemble des utilisations qu'on en aura, c'est juste qu'il n'atteint pas du tout les exigences gaming qu'on peut avoir en 2025. En ce qui concerne l'autonomie, je savais pas trop comment me positionner dessus, mais je me suis dit que ça allait plutôt dans les points positifs, en me disant que, en fait, c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir améliorer à l'avenir. Au minimum, vous pourrez jouer 2 heures sur votre console, et ce, même en jouant aux jeux les plus gourmands. Cyberpunk, Hogwarts Legacy, Star Wars Outlaws, et j'en passe. 2 heures, c'est plus que l'ensemble des consoles PC qui sortent sur le marché, que ce soit les Asus ROG Ally, les Steam Deck, ou même les Lenovo Legion Go, mais ça reste assez faible. Personnellement, je joue beaucoup dans les transports, dans le train ou dans les avions, et c'est à ce moment-là que j'ai envie de faire des longues sessions de jeu pour bien profiter de ma console, et autant vous dire qu'il est indispensable d'avoir une batterie externe si vous voulez y jouer en déplacement. J'ai l'impression que Nintendo en était presque conscient de ce petit manque d'autonomie, puisqu'ils ont ajouté un port USB-C sur la tranche supérieure, ce qui permet de laisser la Nintendo Switch 2 branchée, même quand on joue en mode sur table, puisque quand elle est posée sur table, le port USB-C inférieur n'est pas accessible. Et je me pose aussi des questions sur l'avenir. Cette batterie qui tient 2 heures sur les jeux les plus gourmands, eh bien, combien de temps va-t-elle durer lorsque, dans 2, 3, 4 ans, les jeux qui sortiront sur cette console seront encore plus gourmands, encore plus ambitieux ? Peut-être qu'on descendra sous la barre des 2 heures dans ce cas-là. Bon après, si vous n'avez pas la Switch 1 chez vous et que vous découvrez les jeux Switch sur cette Switch 2, eh bien l'autonomie sera bien meilleure, pouvant monter jusqu'à presque 5 heures sur des jeux peu gourmands. Donc voilà, je pense que Nintendo peut optimiser le point de l'autonomie, sachant qu'ils ont déjà agrandi la taille de cette console par rapport à la Switch 1, ce qui leur a permis de mettre une plus grande batterie, mais au final, vu que la puissance de cette console est supérieure à ce que faisait la Switch 1, eh bien on ne profite pas d'un gain d'autonomie dû à une plus grande batterie à l'intérieur.
256 Go de stockage. C'est pas beaucoup pour une console de jeu en 2025. C'est bien plus, oui, que ce que faisait la Switch 1, mais les jeux qui sortent sur cette Switch 2 sont bien plus lourds. Par exemple, le tout nouveau Hyrule Warriors, les Chroniques du Sceau, est 4 fois plus lourd que son prédécesseur sorti sur Switch 1. Et si vous téléchargez Cyberpunk, eh bien vous aurez besoin de plus de 60 Go de stockage disponible dans votre console. Si vous faites le calcul assez rapidement, eh bien en 5-6 gros jeux, vous remplissez intégralement le stockage de votre console. Et c'est déjà mon cas, ce qui fait que j'ai dû investir dans une carte micro SD pour étendre ce stockage. Et c'est là que la douille vient. Pour assurer de bonnes performances d'écriture et de lecture sur la carte micro SD, eh bien Nintendo demande à ce que vous achetiez une carte micro SD Express. De 1, ce genre de carte SD est plutôt rare. De 2, ça coûte cher, plus de 60 € pour 256 Go. Et de 3, ça coûte extrêmement cher si vous voulez un stockage décent. Par exemple, avoir une carte micro SD Express de 1 Tera vous coûtera plus de 200 €. Autant vous dire qu'au début, je m'étais dit, bon, j'aurais pas besoin de cette carte micro SD, je désinstallerai les jeux au fur et à mesure que je les installerai quand j'en aurai besoin. Mais je me suis retrouvé assez vite bloqué, j'avais vraiment envie d'avoir plusieurs jeux dans ma console en déplacement, et c'était pas possible, et l'achat de cette carte micro SD Express était nécessaire. Donc clairement, dans le budget d'achat de cette console, prévoyez l'achat d'une carte micro SD Express en plus. Sur cette console, vous pouvez acheter les jeux sur l'eShop, ils seront 100% dématérialisés, ou bien continuer d'aller dans vos boutiques préférées pour pouvoir acheter le jeu en cartouche. Je pense que Nintendo s'est confronté à un problème de taille. Les cartouches, vu que les jeux sont de plus en plus lourds, vu qu'ils sont de plus en plus sophistiqués, eh bien la capacité des cartouches doit augmenter. Et si la capacité des cartouches augmente, eh bien tout simplement, le coût de la cartouche physique augmente avec. Je pense que pour conserver sa marge, Nintendo a tout simplement décidé de faire un choix qui ne va pas vraiment dans le sens du consommateur. Si un jeu est trop lourd, l'éditeur et Nintendo peuvent décider de créer une cartouche fantôme, une Game Key Card. Vous aurez bien une cartouche dans votre boîte, mais celle-ci ne contiendra quasiment aucune donnée. En réalité, si vous l'insérez dans votre console, eh bien ça lancera le téléchargement du jeu en ligne, comme si vous l'aviez acheté sur l'eShop. À titre personnel, je suis plutôt acheteur de jeux dématérialisés sur l'eShop, donc ce problème ne m'a pas vraiment touché pendant ces 6 mois. Mais je peux comprendre que ça peut poser un problème de taille pour pas mal de consommateurs qui souhaitent acheter les jeux en physique afin de ne pas dépendre des serveurs de Nintendo pour jouer à leurs jeux. Parce que oui, posséder un jeu qui est intégralement installé dans une cartouche permet d'y jouer dans toutes les conditions, et même dans 20-30 ans, quand cette console sera obsolète, on pourrait continuer de jouer à ce jeu alors que les serveurs de Nintendo suivront peut-être pas cette console. Avec les Game Key Cards, Nintendo prive les consommateurs des avantages de la cartouche physique au profit d'une petite marge supplémentaire lors de la vente de leur jeu. Alors c'est la première conclusion qu'on peut faire, mais il y a aussi une autre raison qu'on pourrait évoquer, que Nintendo n'a jamais assumée, mais il se trouve que les temps de chargement des jeux lancés sur cartouche sont plus lents que les jeux qui sont installés directement sur la console. Je pense aussi que cette limite technique de l'écriture-lecture sur la cartouche peut refréner quelques éditeurs de jeux en se disant « Eh ben c'est dommage, l'expérience de jeu ne sera pas la meilleure si j'installe mon jeu sur la cartouche ». Donc il est possible que sur certains jeux très gourmands, eh bien l'éditeur fasse ce choix pour des raisons purement techniques. Ça n'a jamais été validé, mais c'est une théorie que je pense très crédible. Bon, vous l'avez compris, ça fait 6 mois que la console est sortie et j'ai toujours le sentiment de ne pas avoir eu d'exclusivité majeure de la part de Nintendo. C'est sûr, on a eu Mario Kart, Donkey Kong et Metroid Prime 4, ce sont de bons jeux, et Nintendo a d'ailleurs publié d'autres jeux entre-temps, mais c'est vrai que les jeux coûtent plutôt cher et que tous ces jeux que je viens de citer sont des jeux très intéressants, mais pas majeurs. Donc clairement, si vous n'avez pas budget illimité pour jouer à plein de petits jeux, eh bien peut-être que vous allez trouver que cette console propose trop peu de jeux marquants. Bien sûr, il y a les jeux Switch 1 toujours compatibles, et Nintendo a réalisé pas mal de patchs pour les améliorer sur cette Switch 2, ce qui fonctionne très bien. Et à titre personnel, étant plutôt fan de Nintendo, je trouve vraiment mon compte sur cette console, notamment avec le nouveau Hyrule Warriors, les Chroniques du Sceau, Cyberpunk que j'avais jamais fait, Star Wars Outlaws que je n'avais pas fait non plus, le Pokémon ZA qui est ma foi très sympathique, et un très bon Mario Kart auquel je joue régulièrement
régulièrement avec mes potes lorsqu'on se retrouve pour une soirée. Donc à titre personnel, moi je suis plutôt content de ce qui est sorti dessus, mais c'est vrai qu'il manque une grosse exclusivité face à laquelle tout le monde sera unanime et Nintendo a vraiment intérêt de faire ce genre de promesses pour l'année 2026. Bon, s'acheter la Switch 2, c'est un budget. C'est encore plus un budget si vous voulez acheter les accessoires avec. J'ai été vraiment surpris des prix. S'il y a bien un accessoire que je vous recommande d'acheter absolument, c'est la manette Pro. Elle coûte quand même 80 €, mais je trouve qu'elle est indispensable dans l'expérience de la Switch 2 lorsque vous jouerez sur télé. En plus de ça, elle a un port jack pour pouvoir jouer dans sa bulle avec un bon casque audio, mais c'est vrai que lâcher 80 balles dedans, ça fait mal. En gros pigeon que je suis, j'ai aussi acheté la caméra Nintendo à environ 60 €, et au final, elle n'est pas vraiment utilisée par Nintendo dans ses jeux. Je parle même pas du grip plastique supplémentaire pour pouvoir brancher ces Joy-Con et les recharger directement quand ils sont collés en mode manette. Presque 35 € pour ce petit support plastique avec une pauvre connectique USB-C, ça fait cher. Heureusement que Nintendo a rendu toutes les anciennes manettes de la Switch 1 compatibles avec celle-ci, puisque comme ça, j'ai pas besoin de me racheter des Joy-Con version 2. Les anciens sont toujours compatibles si vous jouez en mode TV. Par contre, vous ne pourrez pas les accrocher à cette console. Je vais faire rapide sur ce point-là, mais ça m'agace réellement. L'USB-C, c'est devenu une connectique standard. Tout le monde a des câbles USB-C chez soi, et on part du principe que quand on a un port USB-C, eh bien on peut l'utiliser. Ici, Nintendo, ils ont rendu cette USB-C quasiment propriétaire. La forme de la prise n'a pas changé, on peut toujours la recharger avec un câble USB-C classique. Par contre, vous ne pourrez pas brancher cette console en USB-C à n'importe quel écran. Il faudra vous procurer le dock officiel de Nintendo, qui est vendu beaucoup trop cher, autour des 120 €, et surtout qui n'est disponible nulle part. Je comprends pas pourquoi Nintendo ne permet pas de brancher en USB-C n'importe quel écran afin qu'on puisse profiter de la Switch 2 sur écran n'importe où, même sans le dock. Et si c'est une question de performance, eh bien que la Switch 2 se cantonne à faire des performances de mode portable quand on n'a pas le dock. Le truc c'est que beaucoup de constructeurs tiers ont sorti leur propre version du dock miniaturisée afin de le rendre plus transportable, et surtout pas très cher, donc ça c'est le genre d'achat que moi je vais réaliser assez facilement, mais Nintendo ça leur plaît vraiment pas, et ils continuent de faire des mises à jour régulières sur leur console pour absolument tuer les docks alternatifs et les empêcher de fonctionner avec la console. Pour moi, ce genre de comportement avec l'USB-C qui, je pense pour la plupart des gens se disent de l'USB-C c'est de l'USB-C, ça fonctionnera pour tout, bah non, Nintendo ils ont réussi à faire d'une connectique standard quelque chose de complexe qui ne peut pas fonctionner quoi qu'on branche au bout, contrairement à la plupart des appareils en USB-C. Bon allez, je passe maintenant au point positif de mon expérience avec cette Switch 2. En termes de design et de construction, je trouve que cette console est un exemple à suivre. Elle est plutôt fine et donc facile à ranger dans une pochette qui se glissera facilement dans un sac à dos. Toutes les finitions noir mat sont absolument sublimes et très agréables en main et ne retiennent presque aucune trace de doigt. Je peux vous dire que je l'ai utilisé pas mal d'heures en déplacement après avoir mangé des sandwichs et tout, et la console elle est encore propre comme si je venais de la sortir de la boîte. Le nouveau design des Joy-Con est franchement réussi avec cette attache magnétique extrêmement intuitive et très rassurante. J'avais peur au début que ça se détache un peu trop facilement, mais c'est pas du tout le cas. Franchement, c'est une réussite totale et j'espère que les concurrents vont s'en inspirer. C'est tellement pratique. Et la qualité de ce petit U qui vient se lever pour faire un stand afin de poser la console sur la table est très bonne également. La Switch 2, elle a des petits patins en caoutchouc afin de ne pas glisser dans cette position-là. Franchement, sur le point design et finition, je trouve que Nintendo, ils nous ont régalé. Il y a certaines personnes qui pourraient avoir à redire sur la prise en main. C'est vrai qu'elles peuvent manquer un peu de consistance pour des mains d'adultes, mais il y a plein d'accessoires pas très chers à acheter sur internet pour pouvoir ajouter un vrai grip à la console lorsqu'on est en déplacement. À titre perso, je m'en suis pas acheté et ça ne m'a pas manqué une seule seconde. J'avais plutôt tendance à emmener mon petit support pour Joy-Con magnétique et à jouer en mode sur table en déplacement. Côté performance, je peux vous dire que je suis plutôt bluffé par cette console. Je peux jouer à des jeux gourmands en déplacement sur une console assez fine avec un écran bien grand et c'est un vrai plaisir. Me balader dans les plaines d'Hyrule, dans les derniers Zelda en 4K 60 fps sur ma télé, c'est un énorme kiff.
Jouer à Star Wars Outlaws dans l'avion avec du ray tracing activé sur cette console, c'était une expérience impressionnante. Et je parle même pas de No Man's Sky, qui a fait un travail énorme sur cette console pour optimiser son jeu, et on a des graphismes tout simplement somptueux. Nintendo promet même avec Metroid Prime 4 de pouvoir faire monter le taux de rafraîchissement à 120 images par seconde en 1080p. Ce sont des performances vraiment très bonnes pour une console portable. On n'atteint clairement pas le niveau de finition de graphisme qu'on peut avoir sur une PS5, mais parfois on a vraiment l'impression de s'en rapprocher. Je trouve que le principal problème, c'est que Nintendo n'a pas l'air de vraiment exploiter la puissance de la console, étant donné que la plupart des jeux qui sortent actuellement dessus étaient des jeux prévus pour la Nintendo Switch 1, et qu'ils ont décidé de reporter sur la Switch 2 pour lui donner quelques jeux dans son catalogue en début de vie. Donc je pense qu'il faudra attendre un petit peu pour avoir des jeux de plus en plus beaux sur cette console. D'ailleurs, il y a peu de raisons d'avoir très peur quand on voit par exemple les premières images du prochain Resident Evil tourné sur la Switch 2. C'est encore une fois somptueux pour de la console portable. Attention, je le rappelle, on est sur une console à 430-450 € selon où vous l'achetez, et vous pouvez avoir des performances meilleures sur d'autres consoles portables. Par exemple, la console d'Asus et d'Xbox, mais elle coûte 900 €. Pour moi, la performance, c'est un de ses points forts aujourd'hui, sachant que c'est Nvidia qui est derrière la puce de cette console et qu'elle est compatible DLSS. Le DLSS est d'ailleurs très peu utilisé aujourd'hui dans les jeux sur la Switch 2, ça sera quelque chose qui viendra certainement dans le futur. Ma plus grosse crainte concernant les performances, ça va être son obsolescence qui risque d'être assez rapide. Pour rappel, on est peut-être à 1 an ou 2 de l'annonce de la PS6 qui va certainement être bien plus puissante que cette console. Il y a aussi la Steam Machine qui va être annoncée, qui fera tourner beaucoup de jeux PC et de manière puissante. Et certainement beaucoup d'autres consoles PC portables qui viendront se confronter à cette Nintendo Switch. Pour tenir la baraque, Nintendo, ils auront deux options, soit sortir des exclusivités tellement majeures que c'est impossible de passer à côté, soit faire des mises à jour plus rapides de ces consoles, une Nintendo Switch 2 Pro, comme Sony peut le faire sur ses PlayStation. S'il y a bien un truc que je kiffe sur ma Switch 2, c'est le concept de la Switch. Et ça, on oublie trop souvent de le dire. C'est une des rares consoles qui propose une vraie expérience en mode portable et une expérience vraiment upgradée en mode docké. Une fois que je la branche à ma télé, j'ai une image 4K HDR du plus bel effet. Et ça, c'est vraiment un kiff de jouer sur une console Nintendo qui atteint ses specs une fois docké. Les jeux sont plus beaux, plus stables. Quand il y a l'upscaling DLSS qui est activé, ça fait plutôt des miracles. Et j'ai clairement l'impression d'avoir la puissance d'une PS4 Pro dans ma petite console. Pour moi, la meilleure façon de jouer à cette Switch 2, c'est d'avoir un beau téléviseur chez soi et d'y jouer en mode docké. Je suis assez fan de la philosophie de Nintendo quant à l'interface de sa console. Bon, c'est sûr que si vous venez de la Switch 1, vous serez pas perdu. Il y a presque aucune nouveauté. Par contre, ils ont profité de la sortie de cette console pour venir ajouter pas mal de subtilités qui rendent l'interface vraiment agréable. J'ai en souvenir des interfaces de console chez Sony ou chez Xbox qui étaient absolument infâmes, où il y avait une tonne d'informations et d'options et de trucs multimédia qui se mélangeaient autour des lancements de jeux. Ici, Nintendo fait le choix de la simplicité. Vous allumez votre console, d'ailleurs il n'y a aucun temps d'allumage puisque la console est quasiment tout le temps en veille, et vous êtes déjà prêt à jouer. D'ailleurs on le dit jamais assez, mais la manière dont Nintendo gère ses jeux lorsqu'on retourne sur le menu Home, même si on met la console en veille pendant des semaines, eh bien on ne perd pas le fil du jeu, on peut le relancer immédiatement puisqu'il est toujours en cours. C'est un confort auquel je me suis vraiment habitué sur cette console et j'ai pas forcément l'impression de retrouver une telle immédiateté sur les autres consoles qui existent sur le marché. L'eShop s'est bien amélioré, c'est clair, il y a des vidéos, on peut trier les jeux pour pouvoir mieux s'y retrouver. Ils ont aussi ajouté le concept du Game Share, c'est-à-dire que vous pouvez jouer à des jeux Nintendo Switch 2 avec un ami qui a déjà une Nintendo Switch 1 ou Nintendo Switch 2 et pourra lancer une partie de jeux vidéo en local avec ces deux consoles qui tournent directement sur la Switch 2. Il y a aussi la fonction Game Chat. Bon là, pour pouvoir la faire fonctionner, il faut avoir d'autres amis qui ont la Switch 2, mais ne pas avoir utilisé Discord ou d'autres applications pour se contacter entre potes lorsqu'on fait une game, c'est quand même super intéressant de l'avoir intégré directement dans la Switch. J'aurais adoré qu'ils fassent un partenariat avec Discord pour pouvoir l'intégrer immédiatement, mais bon, ils ont voulu développer leur propre solution. Pour moi, le seul truc qui manque vraiment à cette console, c'est un tout petit peu d'interface multimédia, un petit browser web, un petit navigateur internet, une application YouTube, une application Netflix, pourquoi pas, histoire de pouvoir consommer un peu de contenu audiovisuel sur ce grand écran. Quand on est en déplacement, ça ferait toujours plaisir. En plus de ça, on peut connecter ses écouteurs en Bluetooth à cette console et ça fonctionne parfaitement.
performance. Alors faut-il acheter la Switch 2 ? Eh bien moi ma réponse c'est oui, clairement. Si vous avez envie de jouer à des jeux Nintendo et sur ce format, eh bien c'est mieux que la Switch 1 et c'est tout simplement la meilleure console Nintendo qui existe à ce jour. Si vous venez de la Nintendo Switch 1, vous sentirez une vraie différence, que ce soit en termes de fluidité dans les jeux, de graphisme, les temps de chargement qui sont vraiment réduits, les Joy-Con qui sont améliorés, bref. Elle y ressemble beaucoup, mais à titre perso, parfois je reviens sur mon ancienne Switch pour voir un peu les différences, et elle a vraiment pris un coup de vieux. Certains diront qu'elle mérite pas son nom de Switch 2 puisqu'il y a trop peu d'évolution par rapport à la Switch 1, elle aurait dû s'appeler Switch Pro. Moi je suis pas d'accord, on est vraiment sur un saut générationnel à peu près sur tous les points, et pour avoir mené ma petite enquête et avoir demandé à toutes les personnes qui se sont procurées une Switch 2, je n'ai pas croisé de personnes qui sont réellement déçues de leur achat. Après j'ai envie de nuancer. Si vous n'êtes pas pressé d'avoir cette console, s'il n'y a pas un jeu qui vous attire particulièrement et que vous avez déjà une Switch 1 et que vous y jouez plus tant que ça, bah peut-être qu'il serait plus intéressant d'attendre une mise à jour de cette console. Je pense que ça arrivera dans 3-4 ans et on aura peut-être enfin un écran OLED de bonne qualité et un peu plus d'autonomie. Et surtout, les gros jeux seront déjà sortis dessus. Alors, la Switch 1 est-elle toujours d'actualité ? Je dirais oui, parce que son catalogue de jeux n'est pas devenu mauvais depuis la sortie de cette console, loin de là. Nintendo s'appuie encore beaucoup sur ce catalogue assez exceptionnel pour pouvoir vendre sa Switch 2, et c'est vrai que pour un enfant, un ado, eh bien peut-être que la Switch 1 suffit encore amplement aujourd'hui en 2025, et même en 2026. Surtout si vous prenez la Switch 1 en modèle OLED, même si les performances sont un peu dans les choux, ça reste une bonne console sur laquelle vous avez vraiment des bons jeux à explorer dessus. En résumé, après ces 6 mois passés avec la Switch 2, eh bien je peux dire que mon expérience est positive mais pleine de paradoxes. Sa puissance a pu m'étonner, même si je me suis vite rendu compte qu'elle peut être limitée dans le temps. Sa conception est super moderne, hyper agréable, mais peut-être frustrante pour certains gamers. Et au global, avec tous ces accessoires et au prix des jeux, c'est un produit qui est assez cher. Et pourtant, qu'est-ce que je peux m'amuser avec mes potes lorsqu'on joue dessus sur le canapé. Aujourd'hui, je me vois pas vraiment faire un déplacement ou partir en vacances sans emmener ma Switch, et il m'arrive assez régulièrement de jouer en mode docké lorsque je suis chez moi. À titre perso, je ne regrette pas du tout mon achat, même si je suis conscient que plein d'autres joueurs n'y trouvent pas encore leur compte en termes de catalogue de jeux. Maintenant, c'est à vous de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la console, si vous l'avez acheté. Est-ce que vous trouvez que c'était surcoté ou sous-coté ? Est-ce que l'écran vous a déçu ? Est-ce que vous voudriez une modèle OLED ? Bref, dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas également à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Et moi sur ce, je vous dis vive les consoles de jeux, vive Nintendo et vive Zelda, parce que j'attends qu'il sorte celui-ci. Ciao !